C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, des patriotes, des nationalistes, de tous ces Africains qui rêvent de voir le continent noir libre, souverain. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Bonjour, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos téléphones, vos tablettes et surtout vos ordinateurs pour nous suivre tous les jours de lundi à dimanche 24h/24. Eh bien, nos pages sont disponibles Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Vous retrouverez justement Panafricaniste TV. Comme à notre grande habitude, mesdames, messieurs, commençons par une interrogation. Géostratégie et mondialisation, que cache la propagande occidentale anti-russe? Nous nous interrogeons encore. Géostratégie et mondialisation, que cache la propagande occidentale anti-russe? Si la russophobie peut être définie comme une aversion, une crainte, une attitude hostile envers les Russes, leur identité, la langue russe ou encore les coutumes russes, voire envers la culture russe, ces causes en sont presque toujours d'origine politique liée aux actions des gouvernements de l'Empire russe, de l'Union soviétique ou encore de la Fédération de Russie dans la politique internationale, dans la politique de voisinage de la Russie et dans les conflits impliquant les Russes, citoyens de la Fédération de Russie ou encore membres de la diaspora russe. Il a existé aussi une russophobie raciste, une partie de l'idéologie, on va le dire comme ça, pan-germaniste, déni au peuple slave et en particulier à la Russie. Tout rapport, oui, vous l'avez très bien compris, tout apport à la civilisation européenne et même dans le nazisme, le droit à une existence historique indépendante, inspirée justement par Gobineau et Rosenberg. Les nazis considéraient les Russes comme des sous-hommes. Oui, vous l'avez bien compris. Et c'est pourquoi l'Allemagne nazie n'appliqua pas aux prisonniers soviétiques la Convention de Genève et en exterminera un grand nombre. Il faut que nous le précisions. Il faut également préciser qu'en octobre 2004, l'organisation Gallup International a publié un sondage selon lequel le pourcentage de la population ayant une perception négative de la Russie était de 62% en Finlande, 57% en Norvège, 42% en République tchèque et en Suisse, 37% en Allemagne, 32% au Danemark et en Pologne, 23% en Estonie et 73% au Kosovo. Quand on parle justement de Washington, eh bien là-bas, on a mis dans la tête de tous les Américains que la Russie est un danger. Oui, un grave danger. Enfin, la filmographie américaine, oui, tous les films américains modernes représentent fréquemment la Russie, notamment dans les films policiers comme un criminel, un oligarque ou mafieux, sans scrupules. George Curzon, ancien vice-roi des Indes entre 1899 et sans oublier 1905, et ministre britannique des Affaires étrangères, estime que, comme pour d'autres xénophobies, la russophobie peut être soluble dans une connaissance in situ des Russes dans leur pays. En tout cas, dans les filmographies, alors dans la filmographie américaine, là-bas, mesdames, messieurs, on aime bien dire à la terre entière que la Russie est un danger et qu'il faut détruire les Russes. Qui n'a pas regardé un film américain où on voit justement les Russes comme étant justement ceux qui veulent détruire le monde? Une question cependant, que cache cette propagande occidentale anti-russe? Dans son ouvrage Russe-Occident, une guerre de 1000 ans, la russophobie de Charlemagne et la crise ukrainienne, le journaliste russo-suisse Guy Mettan estime que parmi les racines historiques de la russophobie, la revendication par les Russes orthodoxes, le statut de troisième Rome, en a fait les successeurs spirituels du monde byzantin, dont ils ont pris les emblèmes, l'aigle bicéphale que vous connaissez d'ailleurs très bien, mesdames, messieurs, ce qui les a aussitôt mis en concurrence pour l'héritage romain avec les Carolingiens et leurs successeurs ouest-européens. Mais nous sommes au 21e siècle. Laissons le 17e, le 18e, le 19e, le 20e, le 21e siècle, nous y sommes. Qu'est-ce qui peut bien pousser l'Occident à continuer cette campagne anti-russe? En tout cas, nous nous interrogeons ce matin. Eh bien, cette question est simple. Géostratégie et mondialisation, que cache la propagande occidentale anti-russe? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani, avec nous ce matin. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, mon cher Jocelyn. Ben, vous voyez, ma joie est grande parce que ça fait un bout, je n'ai pas pu me retrouver auprès de toi. Oui. Dans le cadre de nos aventures intellectuelles et panafricanistes, dans le cadre de nos passions historiques panafricanistes.
Ben, comme on dit chez nous, ben, tu m'as manqué. Tu m'as beaucoup manqué également. Oui, ce plateau. Girette m'a manqué aussi. Exactement. Le technicien, grâce à qui on fait tout le boulot. On ne le voit pas, on ne le connaît pas, mais sans lui, on ne peut rien faire. On ne peut absolument rien faire. Que le vrai Dieu le bénisse. Et je salue tous les gens, les abonnés de notre chaîne, n'est-ce pas, les sympathisants. Ils sont de plus en plus nombreux. Très, très nombreux. Malgré tous les blocages. Oh, vous savez. Les blocages technologiques, les blocages algorithmiques, qui baissent nos audiences, qui bloquent, qui font tout pour empêcher, n'est-ce pas, l'émergence de Panafricanist TV. Ben, c'est comme un idiot qui va arrêter le vent avec les mains. Oh, c'est pas possible. Alors, nous sommes désolés pour eux. Désolé. Merci de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir, Président Badekeni. Nous sommes très heureux de vous avoir. C'est toujours un réel plaisir, en tout cas pour nous, que vous soyez sur notre plateau. Et d'ailleurs, pour vous et moi, ça fait des lustres. Non, c'est très longtemps. Très longtemps. Il faut rappeler souvent ça, de temps en temps. De temps en temps. Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas les pionniers. Oh, vous savez. Nous, on ne demande pas trop. Nous sommes des pionniers très humbles. Voilà. Mais on observe qu'il y a beaucoup de gens qui viennent là, ils découvrent des combats qu'ils n'ont pas menés, ils s'en emparent, et au lieu de respecter les orthodoxies fondamentales du combat, ils veulent renverser ces orthodoxies pour en imposer d'autres. Mais nous sommes là, nous sommes les vigiles. Oui. Les vigiles, les humbles vigiles du combat panafricaniste, qui est un combat millénaire, Oui. bientôt millénaire, qui est un combat millénaire, sur lequel on ne peut pas greffer n'importe quoi. Et n'importe qui. N'importe qui. Alors, on sommes les vigiles, en toute militaire, on est là, pour essayer de s'assurer que, dans le respect des fondamentaux de ce combat, tels que les pionniers, les pères glorieux du panafricanisme l'ont posé, que nous arrivions à la victoire finale. Et nous sommes sur le bon chemin. Très bon chemin d'ailleurs. Et nous allons y arriver. Président Badekeni, nous parlons de la géostratégie, surtout de mondialisation, que cache la propagande occidentale anti-russe, car elle est très virulente, extrêmement virulente. Ben, vous avez fait une brillante introduction. On n'a pas le temps de convoquer l'histoire ici. Mais dans votre introduction, il y a des éléments historiques qui rappellent les racines de la russophobie, qui est aujourd'hui une russophobie mondialisée, mondialiste, et qu'on veut mondialiser. Oui. En vain. En vain. En vain. Ces racines remontent très loin. Et j'étais content que vous avez convoqué l'Empire byzantin. L'Empire byzantin. Oui. Ça vous rappelle le grand schisme historique de l'Occident. Exactement. Voilà, qui a débouché sur l'Empire, parlons comme ça, d'Orient, donc Byzance, avec la capitale Constantinople, plus tard, et l'Empire d'Occident, avec Rome. La Russie est l'héritière de ce schisme-là, dans le cadre du côté de Byzance. Vous avez bien rappelé ça. Je l'ai rappelé. Et de l'autre côté, l'Occident aujourd'hui qui est russophobe est l'héritière de Rome. Est l'héritière de Rome. Rome. Mais il faut rappeler que au départ, c'est l'Occident. C'est l'Occident dans son ensemble. Mais il y a eu le schisme. Et il faut comprendre pourquoi il y a eu schisme. On est là au cœur, à la racine de la guerre qu'il y a aujourd'hui en Ukraine et qui est déterminante pour l'avenir du monde. Comme a été le premier schisme, le schisme là. Oui. On peut considérer la guerre froide comme étant le deuxième, si on schématise un peu. Alors il y aurait un troisième qui est là devant nous. C'est dans ça qu'il faut inscrire l'émission de ce matin. Exactement. Le premier schisme. Deux conceptions du christianisme, géopolitique, éclatement de l'Empire. Et vous avez convoqué les Carolingiens. Oui. Ah, il faut aller même plus loin, les Mérovingiens. Et vous allez aboutir à Charlemagne, à Clovis. Et comme par hasard, certains, n'est-ce pas, en France, certains courants français disent que la France est née avec Clovis, le baptême de Clovis. Exactement. Et vous allez comprendre le rôle de l'Église catholique. Et il y a des auteurs qui insistent énormément sur ce qu'on a appelé les révolutions papales, qui vont, je crois, on peut considérer les révolutions papales 7e siècle, 6e siècle, jusqu'au 13e. L'ère des révolutions papales. L'ère des révolutions papales, c'est-à-dire quoi? L'émergence de la papauté
n'est-ce pas, qui devient une espèce d'empereur spirituel de l'Occident, qui devient une espèce de patriarche spirituel de l'Occident. Mais il n'est pas ce même patriarche spirituel, parce que ses revendications au niveau de la temporalité politique, le pouvoir temporel politique, il va assumer les deux. Il est non seulement le pont entre le ciel et la terre, mais il est aussi celui qui oint les pouvoirs temporels et qui, quand il faut, peut les démettre, n'est-ce pas, et ordonner sans le dire la vision, n'est-ce pas, la vision de ces rois qu'il aura auparavant. Ouais. Oui. Donc vous voyez, c'est une tradition et ça va aller loin maintenant. Vous allez voir d'abord, Josselin Gauss, le schisme, mais qui est aussi un schisme religieux, géopolitique fondamental à l'Occident. Vous avez l'émergence papale et vous avez la contrepartie qui va commencer avec les protestants, avec Luther. Oui. Avec Luther. Mais l'Église orthodoxe va avoir une trajectoire qui n'a rien à voir avec le versant romain chrétien. Catholica, apostolica, romana. Très bien, c'est pas la même chose. L'orthodoxie, pas la même chose. Et d'ailleurs, pour être plus concret, pour que les gens ne se perdent pas, regardez la réaction, l'affrontement qui est à l'heure actuelle entre le patriarche orthodoxe russe et le pape. C'est la question ukrainienne. Exactement. Le patriarche russe est clair. Lui, c'est clair, il assume sans aucun état d'âme le fait que la guerre en Russie a une essence divine. Et il a béni Poutine par rapport à ça, lui a donné toutes les grâces nécessaires et il a appelé tous les Russes à se mettre derrière Poutine. Vous avez de côté, comme je ne sais pas comment on l'appelle, je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est François. Je ne vais pas le qualifier ce matin, restons dans la bonne humeur, parce que quand je vois la tête de ce type, ça peut m'énerver. Donc, ce type-là, vous avez vu ses jongleries, tantôt il condamne Poutine, tantôt non, il ne condamne pas Poutine, tantôt il fait ceci. Il joue là, comme on dit chez nous, dans ce bafia. C'est-à-dire, deux pas en avant, trois pas en arrière, de temps en temps, un pas en avant, deux en arrière, de temps en temps, trois en avant, deux et demi en arrière. Donc, c'est une danse très compliquée qu'il est en train de jouer sur la question. Mais quand vous comprenez la position du patriarche russe, orthodoxe russe, et la position du pape, vous comprenez de quoi est-ce que nous voulons parler aujourd'hui dans le cadre de cette russophobie. Donc, vous allez voir que la tradition catholique, Rome, va déboucher sur l'esclavage d'une bonne partie des Occidentaux pour des questions catholiques, pour des questions d'appartenance au christianisme catholique ou pas. D'où le mot slave, les esclaves. Ils ont d'abord esclavagisé le blanc. Moi, quand je parle ici, je pense au professeur Bellec. Il connaît très bien cette histoire. Nous avons esclavagisé les blancs. Et vous allez voir qu'à partir de là, il y a une frontière qui commence à se mettre en place, n'est-ce pas, entre Byzance, la tradition de Byzance, qui va prendre aussi des trajectoires, on n'a pas le temps d'énoncer ça ici, et la tradition romaine qui va déboucher Rome est une cité d'esclaves. Rome est un empire sclavagiste. Ça vous dit rien? Sclavagiste. Il va transférer cette tradition, n'est-ce pas, à ses petits-fils. N'est-ce pas? Vous avez parlé de Carolingiens, n'est-ce pas? Ça va aboutir à la France. C'est né d'église catholique. Mais avant, des groupes d'esclavagistes. Vous voyez le lien? Vous allez voir de Rome tracé. Vous allez voir qu'il n'y a aucun hasard. Vous allez arriver aux esclavagistes du 14e, 15e siècle. L'esclavage. Vous allez voir, il y a un lien. Non seulement à travers les familles sont connues, les couronnes sont connues. Et l'Église catholique de rôle qui va jouer à travers certains papes qui vont bénir l'esclavage. À travers des conciles qui vont de manière fondamentale sur le plan théologique justifier la colonisation. N'est-ce pas? Et oindre divinement, n'est-ce pas, l'entreprise d'aller occuper les espaces, n'est-ce pas, qui sont vides parce que ceux qui habitent là-bas ne sont pas des chrétiens. Donc ces espaces vides. Donc vous allez voir le rapport qui est entre le schisme là, d'un côté Rome, vous allez voir la relation qui est entre Rome, l'esclavage, la colonisation, juste ce que nous vivons aujourd'hui. Je voulais vous démontrer que les familles là, que vous voyez dominer le monde aujourd'hui, leur racine va jusqu'à Rome et au-delà. Donc le schisme là, qui commence là-bas, qui conduit jusqu'à la Russie aujourd'hui, la Russie est l'héritière de l'opposition à l'Occident. Cet Occident-là, esclavagiste, colonial, néocolonial, mondialiste,
globaliste, dans l'optique de dominer la Terre, mais non seulement ça, effacer l'être humain. Vous avez l'explication à l'heure actuelle, quand vous voyez les positions de Poutine, qui vous dit, quand il insiste sur la bestialité des Occidentaux, en dénonçant, reprenant à son compte le travail qu'on a fait depuis des années, les LGBT, toi tu connais ça mieux que moi, LGBTQIA+. C'est que cette affaire-là me rend tellement, je ne sais pas retenir cette saleté. Poutine rappelle, n'est-ce pas, la bestialité de l'Occident, sa dégénérescence morale et civilisationnelle. Et Poutine a assumé une fois de plus que lui mène une guerre de civilisation. Nous n'avons rien à voir avec vos valeurs occidentales. Mais pourtant, ce sont les mêmes peuples dans le fond. Ce sont des blancs. Ils sont blancs. Ils ne sont pas des noirs. Ils ne sont pas des jaunes. Ils sont blancs. Mais Poutine est schismatique dans sa démarche. Il est schismatique. Il établit une frontière entre ces Occidents romains, héritiers de Rome, qui continue Rome jusqu'aujourd'hui, non seulement à travers les catholiques, mais à travers les modalités esclavagistes, qui prennent racine depuis la Grèce antique en passant par Rome, c'est-à-dire de l'esclavage dans l'Antiquité, de la domination, de l'impérialisme le plus sauvage, le plus violent. Poutine aujourd'hui est schismatique et il s'oppose, n'est-ce pas, à cet Occident-là. Vous avez demandé, mais comment expliquer ça? Nous sommes en train d'expliquer les fondamentaux de la russophobie, pour que les Africains comprennent et sortent de cet esclavage mental et moral qui les fait haïr leur allié naturel, qui est la Russie. Parce qu'ils sont bourrés dans leur crâne de la saleté des Occidentaux. Il faut rappeler ça, on donne des indicateurs. Ceux qui vont aller faire des recherches approfondies, ils ont des indicateurs pour comprendre. Et ils vont comprendre comment c'est qui est en train de se passer. Donc, quand Poutine revendique une guerre de civilisation, au-delà du conflit ukrainien, au-delà de l'épicentre militaire, il revendique une guerre de civilisation qui va aller jusqu'à dédollariser le monde, n'est-ce pas? Déoccidentaliser le monde pour multipolariser le monde. Quand on dit qu'on multipolariser le monde, ça veut dire que toi aussi tu peux être un pôle. Oui. Vous comprenez? Toi aussi tu peux être un pôle. N'importe qui peut créer son pôle. Donc Poutine est en train, en réalité, de se battre pour la démocratisation effective des relations internationales. En face, vous avez des gens qui sont unipolaristes. Dans la pure tradition impériale de Rome, l'hyperpuissance, Washington est son OTAN et ses valets européens, dont français. Donc vous avez la structure là qui est anti-russe et leurs prolongements africains. Je suis poli, j'allais dire, même, il faut trouver un autre mot. Ils ne sont pas des vassaux, c'est-à-dire que la racaille pro, c'est-à-dire que les pions occidentaux africains, vous les voyez là, dans les présidences, dans la société civile, dans le monde économique, bref, tout le tralala que Macron rappelle tous les jours là. Et qu'on a vu s'agiter, n'est-ce pas, au sommet de Montpellier. Donc, les choses sont claires, Justin Goss. Poutine a fait une déclaration dernièrement où il dit ceci. Il dit que la mission de la Russie, écoutez bien, il dit que la vocation de la Russie, sa vocation historique, est d'empêcher toute puissance qui veut dominer le monde de Russie. Je répète ce qu'il vient de dire. Poutine dit que la vocation de la Russie, c'est d'empêcher toute puissance qui veut dominer le monde de Russie. Mais à partir de là, vous avez compris la russophobie. Les dominateurs par essence, ceux qui ne conçoivent les relations humaines que dans un rapport d'inférieur-supérieur, ceux qui sont incapables de fraterniser, de coopérer réellement, de construire une vraie civilisation de l'universel, dans le respect des uns et des autres peuples, au respect mutuel, et de construire cette grande table de rencontre de l'humanité, où chacun va s'asseoir, portant son identité, ses espérances, face à l'autre, discuter et s'entendre sur les modalités de vivre de vie sur cette terre. Vous comprenez? Donc, Poutine, c'est ça, Poutine, il se bat pour ça. Mais les dominateurs, c'est l'écrasement. C'est Rome, l'idée romaine de les relations internationales. L'idée Rome, l'Empire romain. Et tous les empires qui vont suivre. Qui vont suivre. Que ce soit le premier, le deuxième Reich. Que ce soit l'Empire français, la domination française en Europe, à un moment donné, sous Charlemagne et après Napoléon. Vous allez voir, tous ces empires, leur objectif, leur caractère, c'est la domination absolue. C'est darwinien. Les guerres intra-occidentales, les guerres civiles qu'il y a eu en Europe, allez voir, c'était quoi? C'était des rapports de sauvagerie absolue. C'est-à-dire que
Que ce soit la guerre de 100 ans, la guerre de 30 ans, quand l'Occident était en conflit interne contre lui-même, ben c'était d'une violence quasi, absolue. C'est lorsque l'Occident est sorti de lui pour aller à l'extérieur qu'il a trouvé la paix. Et même encore, j'allais oublier les 2 guerres mondiales. Même étant sorti de lui-même, ben, il était déjà aux prises avec un schisme historique dont son unité est impossible désormais. C'est cette impossibilité de l'unité de l'Occident, n'est-ce pas, qui a été rendue possible par le schisme fondamental et les différents schismes qui vont continuer. Le schisme fondamental se métamorphosant en d'autres schismes, la guerre froide, et ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, qui explique la haine de l'Occident à l'égard de la Russie. C'est ce que la diplomatie russe appelle la russophobie. Ce n'est pas un mot, ça a du sens. Donc, c'est clair. L'actualité donc de cette russophobie, c'est la guerre en Ukraine, évidemment. C'est le conflit ukrainien. Mais qu'est-ce que le conflit ukrainien cache? Le conflit ukrainien cache une démarche de l'Occident collectif, comme les Russes les appellent, c'est-à-dire les Amériques et ses vassaux européens et leurs clients africains. Oui, ce sont des clients africains. En attendant qu'on trouve un mot plus juste, oui, plus approprié pour les qualifier. Et leurs clients africains, donc, ont mis en place un cadre, un agenda dans le cadre de la globalisation, parce que la globalisation est différente de la mondialisation, que ce soit au niveau des interactions économiques et sociales. La mondialisation n'est pas la globalisation, même si les 2 mots semblent dire la même chose. La globalisation, c'est la radicalisation d'une tendance mondialiste, à savoir imposer la domination, n'est-ce pas, sur tout ce qui existe de la pensée économique capitaliste dans sa manifestation extrême, qui est justement cette mondialisation globalisée, à savoir la domination des financiers et des grands monopoles, des grands groupes économiques, n'est-ce pas, sur tous les aspects de la vie humaine, et qui va s'appeler capitalisme des acteurs. C'est Davos qui définit ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça, mais à Davos, ils se sont réunis pendant des années, ils ont inventé le concept qui va désormais présider à leur dynamique, le capitalisme des acteurs. Ça veut dire que les États ne valent plus rien, c'est fini, l'État est démodé, la famille est démodée, toutes les institutions qui ont garanti notre reproduction matérielle en tant qu'humains, tels que nous nous sommes définis et constitués depuis les origines jusqu'à présent, toutes ces institutions, que ce soit la famille, le clan, le lignage, la tribu, la nation, l'État, les confédérations étatiques, tout ça, jusqu'à l'ONU, malgré le caractère criminel, même ça, ils ne veulent plus voir parler. C'est fini là, ils ne veulent plus voir parler. Tout ça doit disparaître. Ou bien être un rouage d'un dispositif mondial que nous appelons le supra-État. Un supra-État placé sous la coupe directe des financiers et des plus grandes entreprises mondiales, n'est-ce pas? Quand il n'y a pas de financiers, je ne sais pas, tous ces fonds financiers, tous ces fonds souverains qui ont 4 fois, 10 fois, 15 fois, 100 fois le budget de certains États africains. Il y en a qui ont de l'argent qui soit supérieur au budget de l'Europe, et même au budget des États-Unis. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, c'est une puissance qu'on n'a pas encore vue dans l'histoire. L'hyperpuissance, c'est des milieux financiers. Alors, ces milieux financiers, Justin Goss, considèrent que les institutions-là, que je viens de citer, ne sont plus aptes, n'est-ce pas, à garantir leurs intérêts dans le contexte de la globalisation. Il faut les renverser et les remplacer par un supra-État. Alors, pour les remplacer, il faut inventer des peurs. Il faut créer des peurs. Il faut que ce supra-État ait ses moyens de contrainte légitime, comme avaient les États-nations. Comme vous l'avez dit. Ces contraintes légitimes, ils l'ont fabriqué dans le cadre de la géopolitique du chaos, qu'elle avait consisté dans un premier temps à faire éclater le concept d'armée nationale pour le remplacer par des concepts d'armée privée et des milices privées, n'est-ce pas? Et qu'on va imposer dans le cadre d'un chaos global qui va être alimenté par le terrorisme, créé de toutes pièces par la CIA. Vous y sommes aujourd'hui. Exactement. On y est aujourd'hui. Donc, ça, c'est une première phase. La deuxième phase, c'est que cet État-là, aujourd'hui, ces gens-là, en plus de ces armées privées, parce qu'ils quand ils ont commencé à privatiser les armées aux États-Unis, les gens n'ont pas compris où ils allaient. Parce qu'à partir du moment où on privatise les armées, ça veut dire que les armées peuvent, des militaires,
D'où la question, la haine contre Wagner. Tout à l'heure, j'y reviendrai. Parce qu'il n'y a pas de russophobie sans convoquer la Wagnerphobie. Wagnerphobie qui rend les historiateurs hystériques. Pourquoi? Parce que Wagner est la réponse russe à la privatisation des armées sous la direction, non plus des États, y compris les États-Unis, qui est l'exemple par excellence d'une armée, entre guillemets, complètement post-modernisée, c'est-à-dire qu'on fait des contrats privés, c'est la meilleure contrat, on peut ramasser n'importe qui dans le monde entier, on te donne une arme, on dit que tu es dans la main américaine, mais ça ne veut rien dire, tu es géré par des sous-traitants à qui tu rencontres, ils signent des contrats avec les Américains. Et c'est arrivé à un niveau aujourd'hui aux États-Unis où, n'est-ce pas, ils veulent même arriver à s'emparer de la garde nationale. Et là, ils auront parachevé le processus de l'État profond américain, avoir le contrôle militaire réel, n'est-ce pas, sur non seulement les armes les plus sophistiquées, mais même dans leur modalité micro. C'est-à-dire, on les a rendus extrêmement petits. Vous savez qu'il y a les bombes nucléaires extrêmement miniaturisées, par exemple, qui existent aujourd'hui. Donc, on peut les avoir et les placer sous la coupole des armées privées. Les Africains ne comprennent rien à tout ça. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils n'ont pas tellement compris qu'ils ont été surpris par le terrorisme. Mais tout ça a été organisé, préparé par les acteurs de la globalisation qui, justement, ont cet agenda que je viens de citer tout à l'heure, mais dont le but à terme, c'est, comme je vous dis, d'imposer un suprême-État qui va régner sur toute l'humanité et le monde entier, reconfigurer nos manières de vivre, nos manières de penser, le manger, le boire, faire l'amour, tout ça. Ils veulent reconfigurer tout ça, Jocelyn Gosse, dans le cadre, n'est-ce pas, d'une dématérialisation non seulement des économies, mais aussi de l'être humain. De l'être humain. C'est la plus gigantesque entreprise impériale que le monde ait jamais connue. Donc, ils inventent donc une peur climatique, ils créent. Oui. Ils ont aujourd'hui des armes bactériologiques, les pandémies qui créent à tout moment. Maintenant, la vérité est dehors. La vérité est dehors là maintenant. Ils sont en train de négocier en silence pour voir comment ils vont faire. Parce que maintenant, l'origine non naturelle du virus est établie. Il n'y a plus de débat là-dessus. C'est terminé. Fabriqué en laboratoire. Maintenant, les Américains se battent avec la Chine sur la vérité. Mais ça finira par sortir officiellement. Mais même l'OMS, dernièrement, a abandonné la mission. Il dit qu'on l'empêche de faire son travail. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que c'est qui l'OMS d'abord? Nous, on est pour la destruction de l'OMS. Il faut détruire ce machin. Parce qu'il est dangereux pour l'espèce humaine. C'est une organisation dangereuse qui désormais appartient à Bill Gates. Vous le savez. Donc, ils n'arrivent pas à s'entendre sur la question de l'origine du virus, mais la vérité est dehors, on connaît ce qui se passe. Donc on crée des pandémies pour faire peur aux gens, on manipule la question climatique. On peut créer les séismes à tout moment, n'est-ce pas, pour ne pas mettre à mal des pays qui sont des ennemis. Suivez mon regard en Turquie, là encore je prends ça sur moi, la vérité finira par sortir. D'où vient ce séisme-là? Mais les preuves sont là, le programme RAP, qui est le programme par excellence, qui a été mis en œuvre par l'État américain pour modifier l'environnement, les écosystèmes, créer les pluies, n'est-ce pas, créer des séismes, n'est-ce pas, des armes géologiques ou météorologiques, et ils font croire aux gens qu'ils ont arrêté ce programme. C'est faux, ils n'ont pas arrêté. Ils ne les ont pas arrêtés. C'est que ces programmes aujourd'hui sont dans les mains des globalistes, qui à tout moment, en manipulant tel État, dont ils placent à la tête leurs agents, comme les Macron, les Trudeau, les Joe Biden, toute cette racaille internationale-là, à tout moment, ils déclenchent cette affaire-là, et personne ne peut les contrôler, puisque le principe même de ces armes-là, c'est que très peu de gens savent qui décide de les mettre en œuvre. C'est la nouveauté. Et ce sont les écrits officiels des Américains qui le disent, il y a des États-Unis qui le disent. Hein. J'ai les documents. Ils le disent, que désormais, ils ont transformé la guerre. Parce qu'avant, on pouvait identifier que c'est telle personne qui a donné l'ordre, dans le cadre des armées, des armées et de la guerre conventionnelle. Désormais, c'est terminé. Il n'y a plus de guerre conventionnelle. Quand vous voyez M. Poutine vous dire l'autre jour qu'il suspend sa participation au traité START-là, vous avez fait la question qu'il a lui demandé. Il dit suspend. Non, il faut que les gens réfléchissent. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Mais on avance. Parce que tôt ou tard, la vérité sera dehors. La Russie va être obligée de mettre cette vérité-là dehors. Donc, l'actualité de cette russophobie, c'est ça. Poutine donc a pris sur lui, Jocelyn Gosse, de s'opposer à ça. Et c'est impardonnable pour eux. C'est impardonnable pour les globalistes. Donc la haine de la Russie, la haine de M. Poutine, qui allait jusqu'au niveau où sur les plateaux de télévision officiels de l'Occident, on parle de son assassinat, il faut le tuer.
comprenez? Ils disent qu'il faut le tuer. Cette hystérie criminelle, n'est-ce pas, qui n'a pas épargné les journalistes qui auraient même pu faire l'effort de se cacher un peu. Non, c'est tellement ancré en eux, parce qu'ils savent très bien l'adversaire qui est en face d'eux. Ils ne sont pas cachés. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à dire qu'ils vont donner l'argent à celui qui va tuer Poutine, qui va l'assassiner. Parce que justement, Poutine est celui qui vient stopper le projet qui était en œuvre dans la globalisation. Et dont le Covid a été un avant-goût. C'est qu'on préparait contre nous, n'est-ce pas, la prise en otage de l'être humain et sa dématérialisation dans le cadre d'un projet de fou, orwellien, vous parlez comme eux, un projet orwellien, la folie totale. En fait, ce projet est satanique et diabolique, il faut le dire. Parce que le père a enfin un visage. Le petit garçon de l'Élysée vous a dit ouvertement qu'il travaille pour la bête de l'événement. Il n'a pas caché. Qui est déjà là? Voilà, personne ne lui a demandé ça. Personne ne lui a dit ça, mais il est venu vous dire. Il est venu vous dire. Et quand il est venu au Cameroun, ceux qui ont été vigilants, les symboles qui ont été mis en avant, que ce soit dans le cadre de ses discours, même de sa voiture, de son protocole, indiquaient clairement à qui on avait à faire, n'est-ce pas? Infuser la bête, pour ne pas dire que la même figure de la bête, ce petit voyou-là. Donc, voilà les éléments actuels de cette russophobie. Donc, les choses sont claires. Donc, vous comprenez donc que, à partir du moment où Poutine se place comme l'obstacle à l'apogée d'une aventure qui a commencé depuis Rome, le Saint-Gauss, vous imaginez la rage donc qui va s'abattre sur lui. Et cette rage ne peut se traduire que par la haine, une haine. Maintenant, il y a des haines impuissantes. Il y a des haines impuissantes qui vont détruire plutôt le haineux. Parce que bon, c'est bien mieux de railler Poutine, de railler la Russie, mais êtes-vous en mesure d'éliminer la Russie? Êtes-vous en mesure d'éliminer Poutine? Et même quand même vous l'aurez fait, il y a 10 000 Poutine derrière que vous ne voyez pas en Russie. Il y en a même plein dans le monde entier. Donc, ce que j'appelle la haine, c'est une russophobie qui est impuissante, comme ça s'avère aujourd'hui dans le conflit ukrainien, où l'impuissance de l'Occident n'a d'égal que le bavardage, que les bruits qu'ils font dans les médias, où ils transforment la guerre, ils défèrent la guerre du terrain réel sur les plateaux de télévision, où n'importe qui vient dire des bêtises, alors que sur le terrain, ils sont en train de perdre la guerre. Donc, tel est le contexte, n'est-ce pas, historique, géopolitique, n'est-ce pas, et géostratégique de la russophobie. Maintenant, ces enjeux en Afrique, parce que je sais que c'est dans votre question, il y a ça, les enjeux en Afrique sont clairs. Vous voyez subitement comment les colons, qui n'ont jamais cessé d'être des colons, vous disent que non, il y a un nouveau colon qui est arrivé. Fédérons-nous pour le faire, pour le stopper. Bon, le patron de ce discours, c'est le petit voyou de l'Élysée. C'est-à-dire, tellement, mais il le fait pour le compte de ses patrons. C'est clair. Ouais. Voilà. Donc, tous ces gens que je viens de vous citer là. Quand il est devenu fou en Afrique, il est fou. Chaque matin, il serait Wagner, Poutine. Vraiment, c'est la nouvelle colonisation. Vraiment, c'est une guerre hybride de colonisation de l'Afrique et tout et tout. Parce que dans sa tête de petit mondialiste, de petit esclave de Rothschild, il pense que plus il va crier comme ça, plus on va l'écouter, ça va devenir réel. Fais pitié. Fais pitié. Parce que la réalité qui est en mouvement est imperméable aux cris de certaines personnes qui viennent de certains milieux. Il fallait mieux ne plus crier. Parce que plus il va crier, plus ça va avancer plus rapidement. Parce que ce sont des gens qui sont devenus indésirables sur Terre. C'est-à-dire que la Terre, les hommes, même les animaux, les espèces, ne veulent plus voir les mondialistes. Tellement ils ont été négatifs à tout point de vue, qu'ils sont aujourd'hui une peste pour l'humanité et même l'équilibre des écosystèmes. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, toute dans la clientèle occidentale en Afrique, qui sent très bien que ce qui se joue en Ukraine va signifier aussi à court terme leur défaite sur le continent, leur défaite sociale et politique et économique sur le continent africain, mais elle vend debout, reprenant à son compte la nouvelle théologie macronienne, à savoir la haine de la Russie. Et quel argument ont-ils? Aucun. Ils mentent, ils racontent. C'est-à-dire que Wagner, mais au nom de quoi Poutine n'aurait pas droit avoir une armée privée quand chez vous, vous en avez créé par, on ne compte même plus. Pourquoi Poutine n'aurait pas de mercenaires alors que le mercenariat est une des caractéristiques majeures de l'Occident? Quel est l'argument qu'on met là-devant de Saint-Gauss? En dehors de la haine de la Russie, dites-moi, quel est ce double standard? Comment c'est que moi je peux faire, quand c'est moi qui le fais, c'est normal, et quand c'est Poutine, il faut? Donc, Poutine devait rester là, la Russie devait rester là, et regarder comment on privatise les armées en Europe, dans le cadre d'un projet qui est clair, que la Russie suit de très près, n'est-ce pas? Dans le cadre d'un projet qui est clair, et rester les bras croisés. Mais la Russie n'est pas l'Afrique. Les Russes ne sont pas des Africains. La Russie, c'est la Russie.
avec une grande expérience historique, et qui sait la valoriser. Donc, on dit, ok, on va voir. Poutine aussi a créé Wagner. À la guerre comme à la guerre. Wagner fait peur aux mercenaires occidentaux. Ça nous regarde en quoi? On est content. D'où notre thèse de la wagnerisation de l'Afrique. On assume ça, aucun problème. On le dit, c'est pas Macron qui peut nous intimider, c'est pas Trudeau, c'est pas Biden. Nous, ces gens-là, ça ne représente rien devant nous. Si c'est rien que nous, ils n'existeraient même plus. Mais comme il y a encore beaucoup d'Africains qui croient en eux, bon, on fait avec. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, c'est ça dont Jocelyne Gauss, les enjeux de la russophobie. Maintenant, est-ce que pour autant, nous devons rester comme ça africains et nous réjouir d'un tableau qui peut se faire avec nous, mais pas comme acteurs centraux, mais comme plutôt des variables? Non. C'est pour ça qu'une fois qu'on a fini d'interroger l'Occident dans sa démarche, il faut essayer d'interroger la Russie. Est-ce que l'offre russe à l'heure actuelle est à la hauteur des enjeux en ce qui concerne l'Afrique? C'est l'occasion pour moi d'interpeller nos amis russes. C'est nos amis. On peut se dire la vérité. Interpeller pour dire il faut adapter l'offre. De notre point de vue, quand on analyse ça, l'offre n'est pas encore adaptée. Il faut l'adapter dans un véritable partenariat historique et global avec l'Afrique. Mais aujourd'hui, bon, est-ce la faute des Russes? Je ne sais pas. Je pense qu'ils ne vont pas faire l'autre travail à notre place. Du tout. Mais l'Afrique, ce n'est pas que comment on dit ça? Ce n'est pas ceux qui, historiquement, sont des créatures de l'Occident. Oui. La grande majorité des Africains n'est pas une créature de l'Occident. C'est ce que montre d'ailleurs tout le combat panafricaniste aujourd'hui sur le continent africain. Donc nous on invite, n'est-ce pas, pour compléter, n'est-ce pas, cette dynamique globale, il faut qu'il y ait un véritable projet géopolitique digne de son nom, n'est-ce pas, de la part de la Russie, à l'égard de l'Afrique. Ce n'est pas le cas. Je comprends. Pour l'instant, il y a des dynamiques plus ou moins isolées. Il y a une action traditionnelle de la diplomatie russe, mais il faut aller au-delà. Comme c'est nos amis, nous trouverons des cadres pour parler de ça. Ce sont nos amis, on va trouver parler de ça. Dans le strict respect de la souveraineté des uns et des autres, mais on va trouver ce cadre-là. Parce que l'action russe est très, très bénéfique pour l'ensemble de l'humanité. D'ailleurs, Jocelyne Gauss, je vous signale, vous avez suivi M. Macron dans son discours. Il prévoit un sommet en juin. Ça ne vous dit rien? Est-ce un hasard? Vous savez qui est le sommet russe-Afrique en juin? Vous voyez très bien que tout, c'est-à-dire que tout montre que ça se joue là. Ça se joue là, et que les gars sont véritablement en danger. L'Occident est en danger. Le plus grand défi que nous avons à faire, c'est que ce schisme-là qui se reproduit ne soit plus ce type d'affrontement, ne soit plus seulement un affrontement qui va opposer l'Occident à lui-même, c'est-à-dire l'Occident avec sa partie slave, avec sa partie russe, qui a tendance, quand c'est grave, à basculer plutôt vers l'Asie. Mais il faut faire basculer ce projet dans son ensemble, dans une vaste dynamique de renouvellement des rapports internationaux dans leurs ensembles, de l'invention d'un monde nouveau, où les peuples du monde entier se donnent la main pour bâtir la civilisation de la véritable fraternité humaine. Je pense que cet apport-là, ce n'est pas le rôle de la Russie, c'est plutôt le rôle de l'Afrique. Et les panafricanistes doivent faire le travail. Et nous ferons justement notre travail, président Balakani. Merci d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne 24h sur 24. Bonne journée à toutes et à tous.